Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Le 2 septembre prochain est une date importante pour la Côte d'Ivoire. Des élections municipales couplées aux régionales auront lieu. Et les Ivoiriens seront appelés à voter. Un scrutin qualifié de test pour la présidentielle de 2025. Comment créer les conditions d'un scrutin libre et apaisé? C'est le thème de cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Thomas Guessambi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Rappelons que vous êtes spécialiste en communication politique. Votre regard, votre analyse seront donc... on aura besoin de votre analyse lors de cette émission. Merci. Avec nous Arsène Conan. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher ami, et bonjour également à tous les téléspectateurs de Medi 1 TV à travers l'Afrique et le monde. Merci. Vous êtes analyste socio-politique et gouvernance, spécialiste des processus électoraux et démocratie. C'était ça. Votre point de vue nous ferait également du bien, surtout aux téléspectateurs. Entrons dans le vif de notre sujet. Le 2 septembre, on l'a dit, il y aura des élections municipales couplées aux régionales. De votre œil, de communicateur sur les questions politiques, comment est-ce que vous voyez ce 2 septembre 2023 ? Je vois le 2 septembre 2023 comme un rendez-vous dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui a connu des bégaiements depuis une vingtaine d'années. Et je vois surtout un rendez-vous où les différentes parties qui s'étaient peut-être retirées pour des raisons qui leur étaient propres, de finalement ensemble aller dans le jeu politique. Donc toutes les tendances y seront représentées. Et comme vous le dites si bien, ce sera un test pour préparer 2025. Et nul doute que l'enjeu ne devrait pas tuer le jeu pour nous autres qui aspirons à la tranquillité et à la paix, parce que citoyens ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, et pour nous autres friands de la démocratie, on espère que ce rendez-vous viendra, si vous voulez, faire tourner définitivement la page de tout ce à quoi on a assisté comme fait gênant sur la démocratie. Et ce que je dois dire, c'est que le fait que nous ayons un nouveau président ou une nouvelle présidente du Conseil constitutionnel devrait pour nous augurer, pourquoi pas aussi, des jours nouveaux dans l'organisation des élections et dans la justice des élections, qui est un élément très fondamental pour l'organisation et l'après-élection dans un pays. On a connu en Côte d'Ivoire ici très récemment des élections où il y a eu des appels au boycott pour certains partis politiques, et cette année 2023, tout le monde va aux élections. Est-ce que les partis qui ont appelé au boycott, qui n'ont pas pris part à ces différents scrutins, n'ont pas perdu une longueur d'avance, ou du moins n'y vont pas un peu handicapés selon vous? Alors, je pense que peut-être que vous êtes allé un peu trop loin dans l'histoire, parce que le boycott c'était pour 2020. En 2021, pour les législatives, qui étaient des élections locales, en tout cas, la quasi-totalité des obédiences politiques en Côte d'Ivoire, voilà, ils sont allés. Donc, pour nous, 2023, donc les élections locales, donc de septembre 2023, vont s'inscrire globalement dans cette mouvance-là de 2021. Après, c'était un rendez-vous assez important. Mon prédécesseur l'a dit, c'est un rendez-vous historique dans la mesure où elle permettra en tout cas de jauger de la vitalité retrouvée, on va dire, du jeu démocratique, du jeu politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tous les protagonistes du jeu politique, du champ politique ivoirien sont en place et ont des visées sur 2025. Et pour nous, 2023 sera donc une sorte de rendez-vous avant l'heure pour jauger en tout cas de la vitalité des différents partis politiques, mais aussi voilà, du jeu démocratique. Voilà, donc pour nous partons suffisamment, on va dire, optimistes, en tout cas s'agissant des élections de 2023, parce que quand on remonte un peu dans la socio-histoire de politique en Côte d'Ivoire ou électorale en Côte d'Ivoire, très rarement les élections locales, bien qu'importantes, ont vraiment cristallisé, on va dire, des passions violentes et autres. Et donc voilà, nous nous inscrivons donc dans cet optimisme qui voudrait que voilà, 2023 voilà, soit un peu à l'image de
2021. Et on voit de part et d'autre aussi, on va dire, des gestes d'apaisement de part et d'autre, et qui nous confortent dans notre analyse de ce que 2023, logiquement, nonobstant en tout cas les enjeux politiques, voilà, devrait quand même se passer globalement dans un climat apaisé. Très bien. Quels sont les défis en ce moment pour le parti au pouvoir et quels sont les défis pour l'opposition? Les défis sont assez grands dans la mesure où on a pensé que la démocratie avait fichu le camp en 2020 et que les positions n'allaient pas se rapprocher. On parle toujours néanmoins du dialogue politique et entendre certains acteurs majeurs de l'opposition, le dialogue politique ne se déroule pas comme ils auraient souhaité. Pour le parti politique au pouvoir, il sera question d'envoyer un signal. Là où il y a eu un débat sur le troisième mandat ou le premier mandat de la Troisième République, il sera donc question d'envoyer un signal pour dire que le jeu politique est praticable à nouveau, hormis ce qu'on avait vu en 2020 comme boycott, comme affrontement, comme, j'allais dire, laideur de l'expression démocratique. Mais il sera aussi question de grands enjeux pour le parti au pouvoir parce que il y a quand même, non seulement au sein des appareils politiques, la question du choix des candidats qui pose souvent problème, où certains acteurs pensent être suffisamment mieux placés pour représenter le parti, et donc tous les partis n'ont pas encore réglé le choix des candidats. On aura le temps de l'observer durant le scrutin, s'il n'y a vraiment pas d'indépendants qui sortiront. Mais il y a aussi que il y a des éléments qui comptent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément liés au choix de l'appareil politique ou du président de la République, mais on a quand même un électorat fait de jeunes, peut-être qui ont commencé à voir et qui jugent à partir de ce qu'ils voient. Et le disant, je pense par exemple à des communes comme Koumassi, je pense à des communes comme le Plateau, qui ont été âprement discutées et qui comptent dans le positionnement d'un parti politique, que ce soit dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays. Cocody, qui serait un enjeu, non pas pour des candidats des partis opposés, mais souvent au sein même de l'appareil. Donc pour un gouvernement en place, pour un parti politique qui dirige, il y a des symboles comme la capitale, qu'elle soit la capitale économique ou politique. Il y a des capitales de chaque région qu'il faut avoir, mais en même temps aussi, on se dit que c'est quand même un baromètre qui puisse préparer en termes non seulement de bastions qu'on garde ou qu'on perd, et en termes d'électeurs, il y a toujours des analyses qui se font pour se projeter pour un rendez-vous comme celui de 2025 qui se prépare déjà. En parlant du taux de participation pour ces élections, pensez-vous qu'il sera beaucoup plus important que les dernières élections? Et pourquoi? Alors, on ne va pas tomber dans la divination, mais quand on interroge toujours, on va dire, les statistiques, les élections locales ne font pas foule. Voilà, ne bougent pas assez de foule. Et pour nous, on devait normalement s'inscrire dans cette mouvance-là. Alors, ça interpelle plus d'un sur, on va dire, la participation politique, en tout cas en Côte d'Ivoire. Parce que très souvent, les citoyens ont l'impression qu'il y a une classe de personnes qui doit donc prendre des décisions pour tous. Et bien sûr, il y a ce désamour vis-à-vis de la classe politique qui perdure depuis les années 90 jusqu'à maintenant, qui fait que, voilà, nombre d'Ivoiriens préfèrent vaquer à leurs occupations quand il y a élection. Voilà, et les crises à partir de 2010 et autres sont venues encore en rajouter. Donc les Ivoiriens ont l'impression que parfois, il ne s'agit même pas d'aller aux urnes pour décider parce que les décisions vont se prendre après. Donc là, il faut pouvoir faire un travail véritablement pour intéresser l'Ivoirien lambda à la chose politique. La chose politique, elle
intéresse tout le monde et donc tout le monde devait quand même s'activer quand il s'agit d'élections. Après, voilà, il faut peut-être même, on va dire quoi, interroger profondément le système démocratique en Côte d'Ivoire, mais dans le monde. Vous voyez, parfois les citoyens ont l'impression qu'ils doivent faire un choix par défaut. Et pour nous, à titre personnel, en tout cas, nous militons pour que voilà, le bulletin blanc, voilà, vote blanc, puisse être considéré comme un vote à part entière qui peut donc être pris en compte dans le cadre d'une élection. De sorte que s'il y a des candidats qui se présentent et que moi, en tant que citoyen, je ne penche pas pour l'un de ces candidats, je ne vote pas par défaut. Donc, je ne m'abstiens pas, donc je ne reste pas chez moi, je vais voter. Mais s'il y a plus de votes blancs que de votes suffrages exprimés, c'est clair qu'on doit pouvoir en tenir compte, soit pour invalider les élections ou pour reporter ces élections. Donc, ce sont tant d'éléments qu'on peut pouvoir donc mettre dans la balance et qui peuvent donc intéresser les Ivoiriens, les citoyens à la chose politique, à la chose électorale. Parce qu'on a toujours l'impression que, bon, il y a un parti A, un parti B qui s'affrontent, que je vote ou non, bon, c'est toujours le même système qui est en place. Donc, il faut donner l'impression aussi, et il faut donner l'impression donc aux citoyens que leur avis compte et qu'on tient compte de cela. Donc, ce sont des éléments assez importants. Et voilà, vous avez parlé d'enjeux. Oui, globalement, on assiste à une recomposition du champ politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, il y a des rapprochements entre entités politiques qui, idéologiquement, ne sont pas si proches que cela. Mais bon, aujourd'hui, dans le monde, hein, nous sommes dans une mutation telle que les idéologies politiques classiques n'ont plus cours. Voilà, aujourd'hui, voilà, on apprécie les opportunités du moment et parfois on se rapproche. Bon, la Côte d'Ivoire, l'actualité politique ou l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire nous a démontré qu'à tout moment, il y avait des alliances qui pouvaient donc voilà, se créer au gré des intérêts du moment ou au gré du contexte dans lequel on est. Donc, voilà, le rapprochement FPI d'Affi-N'Guessan avec le RHDP, voilà. On parle aussi, en tout cas, du rapprochement du PPACI avec le PDCI, mais ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Donc, nous allons suivre ça de près et voir ce que ça donne en termes de nouvelles forces politiques en Côte d'Ivoire. En ce moment précis, est-ce que tout est mis en œuvre pour encourager les électeurs véritablement à prendre part au scrutin? Et à qui est-ce que cela va profiter? Ou est-ce qu'on pourrait voir, quand on fait un griffe, on fait semblant de motiver des potentiels électeurs à aller voter parce que ça pourrait profiter également à telle ou telle personne, de votre point de vue? Ce que je dois dire, c'est que voter est un droit. Et rarement on ne fait la promotion d'un droit que lorsqu'il est bafoué, lorsqu'il est empêché. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire la promotion d'aller voter parce que nous sommes citoyens et peut-être que si on remonte dans l'histoire pour comprendre ce que c'est que la citoyenneté, le droit de vote, on se dit que bon, on serait en train de gaspiller quelque chose qui a été sans doute acquise au prix du sang et des luttes. Mais ce que je dois dire, c'est que la clarté, la transparence et l'inclusion du jeu devraient aussi être des éléments qui puissent inciter les citoyens. La clarté commence une élection, c'est à 3 temps, l'avant, pendant, l'après, donc déjà la révision de la liste électorale pour savoir qu'on est sur la liste. Ensuite, le jour du scrutin, disposer et assurer naturellement la sécurité des électeurs de par les forces publiques, de par les urnes et naturellement celui qui dit le 3 après le scrutin, qui a gagné et qui n'a pas gagné, naturellement les recours. Donc je dois dire qu'en 2020, on a eu sérieusement peur avec les images qu'on a pu voir ça et là d'affrontements de jeunes, de barricades, de voix. Et naturellement, dans ce cas de figure, on se dit que pour sauver ma vie, il faut que je sois en vie pour décider pour mon pays. Donc beaucoup sont restés calfeutrés chez eux. Et puis, contre toute attente, ceux qui n'ont pas voulu prendre part à l'élection présidentielle appelaient leurs partisans pour aller aux élections législatives. Et là, les gens se demandaient bien, est-ce que ce sont les leaders qui s'affrontaient, qui nous demandent à nouveau? Je pense que
ça a aussi retenu un peu les électeurs. Donc, si le jeu est maintenant ouvert, parce que je dois dire que ce sera la prochaine élection qui verra la naissance en termes d'entité politique reconnue de nouvelles formations comme le PPACI, comme le parti de Simone, le parti que Charles Blé Goudé aussi retrouve naturellement. Et de ce point de vue, je pense que il y aura sans doute de l'observation, parce qu'il y a au fond une déception aussi dans pas mal de camps qui n'ont pas compris le leader, le dirigeant dans leurs différents choix. Et puis il y a aussi des gens qui ont investi le terrain et qui pensent que, comme le disait Arsène, les calculs ou les considérations classiques d'antan depuis l'élection de Macron ont sans doute volé en éclats pour laisser place à certaines grilles de lecture dans le choix des dirigeants. Donc, de ce point de vue, je pense, sans être équilibriste, que les yeux seront très ouverts et que la frayeur qu'on a connue en 2020 serait un peu loin derrière nous, et que naturellement, comme ce sont des élections locales, il y a sans doute des candidats ou des potentiels candidats qui ont déjà, s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle la transhumance, à l'effet inscrit des gens là où nous sommes candidats, il y a quand même une sorte d'animation qui n'est pas forcément liée aux partis politiques, mais qui sont liés à des individus qui sont candidats. Donc de ce point de vue, je pense qu'il y a un encouragement pour aller voter pour son choix. Parlons brièvement des femmes. On a constaté qu'il y a peu de femmes sur les différentes listes. Quel est votre commentaire? Est-ce qu'il y a moins de femmes engagées en politique en Côte d'Ivoire, où on cherche véritablement des femmes pour les positionner, on n'en trouve pas? Alors, je pense globalement que la question, on va dire, de la participation des femmes, l'implication des femmes dans ces scrutins-là, nous ramène en tout cas à la problématique de l'éducation à la citoyenneté et à la participation politique dans notre pays. Alors, j'aurais bien voulu aborder dans le même sens que mon interlocuteur, mais nous sommes dans un pays où, logiquement, la liste électorale devait comporter au moins 12 millions d'électeurs. Et là, nous en sommes à 7 millions. Et toutes les campagnes de révision de la liste électorale que nous faisons, quand on a presque 1 million de nouveaux inscrits ou de requérants, là, on fait la fête. Ça veut dire que quelque part, nombre d'Ivoiriens ne se sentent pas concernés par la chose politique, alors que ça devait les concerner, parce que la politique, c'est l'affaire de tous. Et pour nous, il faut... c'est un droit pour les citoyens, mais en même temps, c'est aussi un devoir pour nous. Donc, il faut pouvoir travailler sur une longue période, une bonne période, à éduquer les citoyens depuis le bas âge à s'intéresser à la chose politique. S'intéresser à la chose politique, ce n'est pas faire du militantisme actif dans un parti politique, mais c'est de pouvoir se prononcer là où besoin se fait sentir, là où la nation a besoin que nous puissions porter notre voix. Et donc, pour revenir à la problématique de l'engagement des femmes, nous, dans certaines actions que nous avons menées auprès d'Obédience politique, ils nous ont dit, si les femmes ne sont pas forcément portées vers ces choses, on ne peut pas, par défaut, leur donner, on va dire, des postes, ou des candidatures. Parce que tout compte fait, nous, en tant que parti politique, nous allons pour comptabiliser, en tout cas, des voix, des postes, et nous voulons gagner. Après, il y a des femmes qui sont suffisamment dynamiques et qui gagnent pour leur parti, ça, on ne peut pas le nier. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours évident pour les partis politiques de pouvoir trouver des femmes qui sont prêtes à s'engager. Alors, il y a aussi que, il faut le dire, dans les instances politiques et même de façon globale, nos sociétés ne facilitent pas la tâche aux femmes. Et je pense qu'à ce niveau, il y a quand même un coup de main, un coup de pouce à apporter aux femmes pour qu'elles aussi puissent jouer les premiers rôles. Parce que l'histoire nous a toujours démontré que là où une femme a pu vraiment se positionner, elle donne le pion aux hommes. Et pour nous, il faut pouvoir travailler en même temps qu'on travaille à faire intéresser les jeunes à la chose politique, pour pouvoir travailler davantage
à intéresser les femmes à la chose politique et puis, bien sûr, créer les conditions, on va dire, d'élections apaisées, de la démocratie apaisée, parce que si les gens craignent toujours pour leur vie, c'est clair que les femmes, les jeunes et autres, voilà, voudront sauver leur vie plutôt que d'aller se mettre à risque. Sans que voilà. tous ces jeunes et sans que forcément toutes ces femmes appartiennent à un parti politique. On peut les intéresser sans que ces derniers ne soient membres d'un parti politique, bien entendu. Vous voyez, très souvent, on veut limiter, on va dire, les questions politiques électorales aux partis politiques. Mais vous voyez, les partis politiques ne sont pas, en tout cas pour ce que je sache, représentatifs de la société ivoirienne. Aucun parti politique ne peut vraiment, preuve à l'appui, revendiquer même 1 million de militants. Après, tous revendiquent juste des sympathisants, mais des sympathisants, ce n'est pas des militants. Pour dire que le gros, en tout cas le gros du vivier se trouve, on va dire, voilà, parmi les citoyens lambda. Donc, voilà, c'est là-bas qu'il faut pouvoir donc, créer ou susciter des vocations pour que les gens puissent s'intéresser justement à la chose politique, que ce soit au niveau des jeunes que des femmes. Très bien. Parlons des élections ou des conditions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fâche? Qu'est-ce qui crée les difficultés? Et comment pour cette élection, on peut les éviter? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la liste électorale qui est sujet à débat, à discussion, mais il y a aussi le découpage par moment, ce qui fait grincer les dents, où on pense que le parti au pouvoir opère toujours un découpage qui lui est favorable. Ensuite, on a l'organisation proprement dite des élections, l'acheminement de tout le matériel électoral qui peut arriver comme ne pas arriver, souvent dans certains bureaux de vote bien dénombrés. On a assisté de façon spectaculaire à la disparition des urnes qui quittent le lieu de vote pour se retrouver dans une autre commune ou dans une autre localité. Et il y a que la population pense souvent que son vote a été détourné. Je n'invente rien. On a vu un peu la bataille qu'il y a eu à Koumassi entre le maire sortant et l'actuel maire. On a vu aussi... le cas du plateau. Tout à fait. Donc, je pense que c'est par moments une alchimie, cette vie politique-là. Est-ce qu'on a affaire par moments à des mauvais perdants ou on a affaire à un jeu qui est pipé d'avance par ceux qui les organisent? Mais je pense qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on peut s'accorder. La liste électorale définitive, le nombre de bureaux de vote, la date de scrutin, l'ouverture et la fermeture, et naturellement les représentants des différents candidats dans les différents bureaux de vote. C'est vrai qu'on peut y aller avec des suspicions déjà, surtout pour les partis d'opposition, de ce que le jeu ne sera pas clair, mais pour nous autres, quand on s'engage et qu'on a naturellement des représentants, que ce soit à la CEI ou dans les bureaux de vote, il faut se faire confiance et il faut aussi que le juge... Rassure. Tout à fait. Surtout, et qu'on ne se limite pas seulement au jour de scrutin, mais qu'il y ait des requêtes. On en a vu dans certains pays d'Afrique, pas forcément des pays européens, certains pays d'Afrique, où le juge qui a dit le droit après un scrutin a même demandé qu'on reprenne sans forcément que ce soit à l'avantage du président en exercice ou le président qui était en place. Je pense qu'il serait aussi comme gage de confiance qu'on pourrait donner aux citoyens de s'intéresser à la chose, parce qu'il faut qu'on arrive un moment à faire, pas à faire savoir, à montrer clairement que le pouvoir appartient au peuple et c'est lui qui sanctionne ou bien qui reconduit les dirigeants qui s'étaient donnés à un certain moment. Mais si on vote et qu'on a l'impression que mon vote
peut ne pas compter au décompte final. Ce sont des choses qui peuvent rétracter des citoyens et c'est la démocratie qui en prend un coup. Sur la même question, nous sommes presque à la fin de l'émission. Pour les conditions d'une élection apaisée, il a présenté un tableau au centre d'attitude et de comportement. Comment est-ce qu'on peut éviter tout ce qui vient d'être dit pour ces prochaines élections? Alors, pour nous, au-delà des questions techniques, découpage électoral, liste électorale, organisation pratique, il y a que les élections sont un moment, en tout cas, un moment catalyseur de la vie sociale dans nos communautés. Et bien souvent, il y a donc la gestion lacunaire des relations humaines au sein de nos communautés qui, donc, à la faveur des élections, en tout cas, démontre qu'il y a un effritement de la cohésion sociale. Et pour nous, il faut pouvoir travailler véritablement à souder le tissu social dans les communautés pour éviter que, à la faveur du marketing politique qui prend place lors des élections, les populations ont l'impression qu'il faut en découdre parce qu'il va de leur survie. Est-ce qu'on pourra faire ça à l'approche de ces prochaines élections? Justement, c'est pour cela qu'il faut travailler à l'éducation politique et citoyenne des populations, avant, pendant les scrutins électoraux. Très souvent, on attend à 2 semaines des élections pour faire, on va dire quoi, de sensibilisation. Mais ça, c'est de l'événementiel. Là, nous le disons toujours, il faut pouvoir travailler, faire un travail de longue haleine, de sorte que les Ivoiriens, les populations sachent qu'une élection, c'est juste un jeu, c'est juste un événement ponctuel dans la vie d'une nation, mais ce qu'il faut pouvoir consolider, c'est, on va dire, les acquis démocratiques et la cohésion sociale. Et pour nous, c'est ce travail que nous appelons, en tout cas toutes les forces de la nation, à mener au quotidien. Après, les éléments techniques, on peut toujours les améliorer, mais s'il y a déjà que dans les communautés, les gens se regardent en chien de faïence, il va sans dire qu'à la moindre étincelle lors des scrutins, voilà, tout va s'embraser. Merci. Arsène Konan, nous sommes à la fin déjà de cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste sociopolitique et gouvernance, spécialiste des processus électoraux et démocratie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également à vous. Merci à Thomas Gessambi, spécialiste en communication politique. Merci pour votre éclairage, votre point de vue, vos commentaires. Merci. Merci beaucoup à Média TV. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.